While stabilizing the banks, Roosevelt also needed to stabilize housing. 40% of the nation's household mortgages were in default, and thousands of families were being foreclosed on every week. To do this, the Homeowners Loan Corporation was created, and $200 million of RFC funds were used to purchase the initial capital stock, allowing the corporation to then issue $2 billion in bonds. In the 3 years of its existence, the Homeowners Loan Corporation helped refinance 1 in 5 homes, bringing an end to mass foreclosures. A similar corporation, the Federal Farm Mortgage Corporation, was formed to deal with farm foreclosures. Again, the RFC purchased all the initial stock, and by 1936 had refinanced more than 20% of all farm mortgages in the country. But this reorganization to protect homeowners and the banks was only the first step in a much bigger program. Unskilled laborers, the forgotten men of past generations, now work steadily at decent wages. The nation over, they're building and... With the U.S. government owning the Reconstruction Finance Corporation outright, private financiers could no longer manipulate the U.S. economy by its monopoly on lending. Using the RFC's unique, built-in Hamiltonian-style funding mechanism, Roosevelt began directing credit into the areas needed to put the nation back to work. Roosevelt and Congress created several public institutions to foster and direct public works. While these institutions received large federal budget appropriations of their own, when that money ran low, Roosevelt called upon the RFC. In 1933, $500 million of RFC credit was issued to the Federal Emergency Relief Administration, which in turn created the Civil Works Administration. With 11 million people unemployed and a forecast of a very harsh winter ahead, the government moved rapidly to put people to work. Within 10 days of the establishment of the Civil Works Administration, 800,000 people were on its payroll. By the end of the first 2 weeks, almost 2 million. While the Civil Works Administration built and improved tens of thousands of invaluable infrastructure projects, the immediate intention was to simply keep people alive. The Public Works Administration helped finance and build 43 major dam and hydroelectricity projects in 22 states, 250 power plants for local governments, hundreds of sewage disposal projects, hundreds of waterworks, hospitals, and schools. Thanks to RFC credit, rural United States was transformed. $40 million a year for 10 years was lent to the Rural Electrification Association at an interest rate of 3%. In turn, this money was lent out to the rural electrification established cooperatives in the local areas, and they in turn hired the companies and the people to build the electricity transmission system. The RFC distributed $26 million to Chicago teachers who had not been paid in 9 months, financed 632 levee and irrigation districts for flood control, provided credit for the construction of the Colorado River Aqueduct, the San Francisco-Oakland Bay Bridge, the Pennsylvania Turnpike, Knickerbocker Village in New York City, and dams and canals along the Upper Rio Grande River, and much more. An average of 3.1 million public works jobs were created per year. These in turn produced a multiplier effect, generating millions of private sector jobs in the production of steel, cast iron piping, cement, bricks, tiles, and advanced machinery that were consumed in building the projects. All this through Roosevelt's application of a system of public credit. Qu'est-ce que c'est que le multiplicateur de Keynes? C'est l'idée qu'une impulsion initiale, par exemple une augmentation des dépenses publiques par l'État, se traduit au bout du compte par une augmentation du revenu qui est un multiple, c'est pour ça qu'on parle de multiplicateur, qui est un multiple de l'impulsion initiale. Par exemple, une augmentation de 100 des dépenses publiques va se traduire ou peut se traduire en bout de course par une augmentation du revenu de 400, on dira que le multiplicateur est égal à 4. Si l'État injecte par exemple 100 € dans l'économie, ils vont arriver dans la poche des particuliers et dans celle des entrepreneurs privés, des industriels, des entreprises de services et même des administrations. Les ménages vont épargner une part de cette somme et en consommer une autre, par exemple 75%. Ils vont donc dépenser 75 € supplémentaires pour leurs achats. Les entrepreneurs vont ainsi percevoir 75 € résultant de leurs ventes.
Avec 75 € supplémentaires, ces entrepreneurs vont pouvoir payer des salariés et des fournisseurs. Ces salariés et ces fournisseurs vont dépenser à leur tour en consommation 75% de ces 75 €, soit environ 56 €. 75% de cette somme vont à nouveau être dépensés et ainsi de suite en vagues successives. Au bout du compte, l'économie aura absorbé 100 € plus 75 € plus 56 € plus 42 € plus 31 €, etc. On peut calculer le total. Il vaut dans ce cas 400 €. Le multiplicateur est égal à 4. Alors, de quoi dépend ce multiplicateur? Il dépend de l'intensité des fuites, parce qu'à chaque stade du processus, il y a une partie de la monnaie qui est distribuée, qui va être épargnée, donc qui ne va pas être tout de suite remise dans le circuit. Et puis, il y a une partie, disons, de la monnaie qui va également servir à financer des importations, c'est-à-dire des achats à l'étranger, et ça sera également une fuite au plan de l'économie nationale. Il n'y a pas que l'épargne qui affecte le multiplicateur. Les importations, avec ces transferts de pouvoir d'achat vers l'étranger, atténuent aussi l'effet du multiplicateur. Ajouté à bien d'autres facteurs, le multiplicateur se situe dans la réalité entre 1 et 2. Mais ce sont des chiffres suffisants pour agir contre le chômage. Si en revanche on baisse les salaires pour tenter de rééquilibrer séparément le marché du travail, comme le propose la microéconomie classique, on contracte les revenus dans l'économie, comme si le multiplicateur jouait à l'envers. Cette mesure conduit à davantage de chômage. Keynes propose donc d'abaisser les taux d'intérêt de manière à stimuler les investissements. Il propose de limiter la spéculation, de pénaliser les rentiers qui détiennent des capitaux oisifs, de favoriser les dépenses et ceux qui dépensent, de distribuer de l'argent aux plus pauvres.